C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Hey, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech. Et comme j'ai pris l'habitude, je vais continuer édition barbu cette semaine. J'ai pas de météo à vous faire, mais je peux vous dire que je suis dû pour faire un petit... C'est du non, je trouve élégant, chevelu, poilu, profites-en. Moi qui ai dégarni à vue d'œil au fil des dernières années. Je m'aime quand même. Je m'accepte. Ouais, je veux dire, tu t'en tires bien. Faut dire que les cheveux courts comme ça aide beaucoup, là. Ouais, mais sont tellement courts, sont presque rasés. Je me suis rasé la tête à zéro. Ceux qui me suivent, ceux qui nous regardent en vidéo, vous avez peut-être vu la transition. Il y a personne qui a remarqué autour de moi, hein. Ah, tiens, t'as moins de cheveux que d'habitude. Ouais, quand tu t'es rasé complètement, puis tout ce qu'on te dit, c'est t'as moins de cheveux que d'habitude, c'est que déjà ta calvitie est assez avancée. Bonjour Alain McKenna, content de te Pascal voir. Forget. Épisode 902 d'une tasse de tech. Ouais. On va remercier nos partenaires pour 2024. J'aime ça commencer d'emblée en les remerciant. Ils rendent le podcast possible. TELUS, Plan Hub, Hello Darwin. On a aussi l'hébergeur Planet Hoster qui est avec nous. Oui, l'épisode d'aujourd'hui est présenté par Hello Darwin, qui est le Tinder des fournisseurs pour les entreprises. Ils vont vous appareiller avec des fournisseurs qui vont vous aider à déployer les ailes de votre entreprise, aussi petite ou grosse qu'elle soit, partout au Québec, au Canada, et je le soupçonne dans le monde entier si vous avez besoin d'aide. Si vous avez besoin d'aide financière, et qui n'a pas besoin d'aide financière, Alain, pour vos projets d'évolution numérique, ils vont aussi vous aider à trouver les subventions auxquelles votre entreprise a accès et va travailler avec vous pour les obtenir plus facilement. Hello Darwin, c'est simple, profitez-en, c'est la référence pour tous vos projets de développement numérique et technologique. Allez sur le site hellodarwin.com, ils sont québécois, on les aime beaucoup. Merci hellodarwin.com, hellodarwin.com dès maintenant. Oui, monsieur. Je veux dire ça en passant parce que on a reçu un message d'un auditeur qui nous écoute sur la plateforme de balado de Google, Google Podcast, qui nous dit que le son est pas très bon. Je vais essayer d'y voir. Évidemment, on contrôle pas toutes les plateformes individuellement là sur lesquelles on distribue la balado, mais il semble-t-il que le volume est moins fort chez Google qu'ailleurs. Oh! On va investiguer, mon cher ami, on va trouver la solution à ce problème-là parce que ça serait plate qu'ils nous entendent parce qu'on parle pas assez fort. Oui, ils en parlent pas fort, c'est pas... On fait pas dans la ASMR non plus, fait que tu sais. Une tasse de tech version ASMR. Attends, j'ai du café ici. Technologie, Alain. Petite nouvelle express, notre espresso de nouvelles. Moi, je voulais parler de l'extension Dune qui est disponible dans Flight Simulator. Dune, oui, avec un N, pas Doom comme le jeu, là. C'est ça, Dune, oui, l'ornicoptère. Oui. Tu peux voler dans une espèce de super bel hélicoptère avec des ailes d'oiseau. Flight Simulator, je trouve ça tellement impressionnant. Je l'ai installé récemment, avec ma nouvelle machine, je voulais voir les capacités graphiques et tout. Oui. Alors, j'ai installé Flight Simulator, je vais pouvoir installer l'extension Dune. Y a-t-il une version pour dummies de ce jeu-là où on peut jouer sans savoir comment contrôler tout le cockpit d'un avion impossible? Je trouve ça fantastique parce que ça se veut un jeu, Flight Simulator, c'est un jeu réaliste. Fait qu'évidemment, la marge est un peu plus grande, mais t'as des tutoriels, t'as un cours de pilotage sur Cessna. Et donc, t'apprends, il dit, regarde à gauche, voici tes instruments, quoi regarder, où appuyer. Écoute, c'est tellement bien fait. T'as vraiment, t'es avec un instructeur à votre droite, un verre de virtuel. sable, à votre gauche, un Freeman, des choses comme ça. Mais il y a des extensions qui sont un peu plus jeux vidéo. Mais encore une fois, c'est pas si évident que ça. Il y a l'extension qu'il y a eu, qui était avec Top Gun, il y a quelques mois l'an dernier. Et il fallait que tu te poses sur un porte-avions avec un F-18, si je ne m'abuse. Ça, c'est dans le jeu Nintendo. Quand on était petit, j'étais incapable de franchir cette étape-là. Non, c'est impossible avec un vrai avion, là. Parce que t'as beau automatiser beaucoup de trucs, ça reste que j'ai joué avec le fils de ma blonde, puis lui, il est habitué avec Mario, là. Mario, tu roules n'importe comment, tu voles n'importe comment, tu sautes, tu tombes. Non, avec un vrai avion, il fallait que tu actives les flaps, il fallait que tu baisses le train d'atterrissage, il fallait que tu lèves ton nez, tu gères Écoute, il a crashé solide, puis il comprenait pas. Je dis, mais c'est un vrai avion. Il dit, non, c'est pas un vrai avion, c'est un simulateur. C'est pas un jeu pour autant, ouais, c'est ça. Mais c'est pas nécessaire. Même c'est très, très captivant. Ceux qui ont vu le film Dune sur Flight Simulator. Dune sur Flight Simulator, installer l'extension. C'est Microsoft qui développe encore ce jeu-là. Tout à fait. Et c'est le lien
C'est ça l'idée. Parce que notre petite nouvelle cette semaine, Microsoft justement a annoncé l'efface magique. Ils vont ajouter une fonction d'effaceur magique à l'application photo sur Windows, qui évidemment, vous l'aurez compris, parce que c'est l'époque qui le demande, c'est supporté, c'est rendu possible grâce à l'intelligence artificielle. Quoi d'autre, n'est-ce pas? Magie! Oui, comme on peut le faire déjà sur les téléphones Android de Google, entre autres, et de Samsung aussi, et de probablement quelques autres, là, ça m'échappe comme ça. Mais pas sur l'iPhone. Est-ce que l'efface magique de l'iPhone va porter un autre nom le jour où elle va être mise en place dans ça va être quelque chose... non, comment on va appeler ça? Jouons au jeu de nommer l'efface magique d'Apple. Voyons voir. Ouais. C'est pas une efface magique, Alain, c'est ça peut pas être ça. Ça va être la retouche computationnelle. Ça va être je sais pas, l'amélioration spatiale photographique. La bonification contextuelle. Mais moi, j'ai eu des drôles d'expériences avec les effaces magiques. C'est que c'est supposé d'effacer un objet disgracieux et le remplacer avec quelque chose qui se marie avec l'arrière-plan. Ouais. Si c'est du gazon, habituellement, ça marche. Mais si on a quelque chose sur un mur, écoute, moi, ça m'a rajouté des fenêtres dans des appartements, ça a rajouté des plantes vertes dans des appartements. Ça fait des trucs, des fois, très, très, très étranges. Mais il faut pas altérer non, faut pas inventer non plus, là. C'est ça. Là, on touche à la mince ligne de quand vous allez être plus vieux, vous allez vouloir voir vos souvenirs et que vous allez oublier qu'il y avait le fameux petit enfant avec son ballon qui passait derrière vous sur la photo devant le Taj Mahal et qui, ultimement, a amené une anecdote incroyable. Puis là, le petit enfant n'est plus là. Vous allez perdre cette anecdote-là à cause que vous avez effacé le petit bonhomme pour avoir la photo parfaite. Ça soulève bien des questions, ça. Mais ça va arriver dans l'application photo pour Windows. Donc, les gens vont pouvoir bientôt nettoyer leurs photos à leur guise. On rigolait à cause d'Apple qui n'a pas cette fonction-là. Mais vous savez que si vous faites la photo, il y a possibilité de faire une longue exposition d'un lieu où les gens sont très passants et si vous ensuite amalgamez toutes les photos, ça nettoie la photo de tous les objets qui passent temporairement dans l'image. C'est un truc de photographe, ça, en fait. Notamment si vous êtes par-dessus un viaduc, par-dessus une autoroute et que vous voulez voir l'autoroute sans auto parce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic, vous faites plusieurs photos, pas une exposition longue, mais plusieurs photos sur une très longue période et les photos, éventuellement, quand vous les amalgamez, vous pouvez enlever dans les espaces où il y a des voitures. Quand il n'y en a pas, vous enlevez et ça se fait. Il doit certainement exister un filtre dans Photoshop ou une affaire de même pour qu'il le fasse à votre place. Mais ça évite de retoucher avec son doigt et d'espérer que l'intelligence artificielle sait quoi faire rendu là. Donc, c'est une façon de corriger cette particularité-là de certaines photos. L'expérience. C'est un espresso allongé, celle-là. Oui, mais c'est ça. Écoute, on parle d'images et de retouche d'images. Il y a Gemini qui a mis son outil de création d'images en pause. Exact. Chez Google, on s'est rendu compte qu'on faisait une boulette là avec la génération d'images. Je pense que c'est la partie où on créait des photos à partir de vraies personnes qui posaient problème. Oui, ils ont désactivé la création de personnes parce que ça crée entre autres des nazis de couleur et des femmes nazies de couleur. Et donc, l'histoire est un peu réinventée avec des personnages. C'est toujours dans un but d'inclusion. On veut générer des personnes qui sont de différentes diversité nazie, ça marche. Et c'est ça. Ça a réinventé l'histoire. Tu demandais de dessiner des nazis et ils étaient de couleur. C'était un peu particulier. Fait qu'ils ont mis la pause là-dessus en disant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pas évident. Puis ça a été une dure semaine pour l'intelligence artificielle parce que, en plus, autre espresso, ChatGPT s'est mis à dire n'importe quoi pendant quelques heures. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas vu le fond de l'histoire. Je sais pas si quelqu'un chez OpenAI a appuyé sur le mauvais bouton ou quoi, mais clairement, ChatGPT en a perdu son latin. Oui, il s'est mis à générer des réponses incompréhensibles, des mots inventés, des trucs complètement délirants. Tu sais, la boîte noire, on parle souvent de la boîte noire de l'intelligence artificielle, qu'on sait qu'est-ce qu'on entre, on voit qu'est-ce qui sort, mais entre les deux, même les chercheurs savent pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est ça la beauté et c'est ça qui est terrifiant dans l'intelligence artificielle. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte dernièrement que l'intelligence artificielle générait des réponses plus courtes et moins complètes pendant certains moments. Et une des hypothèses, c'est tout simplement que l'intelligence artificielle s'est rendu compte que les gens, pendant les vacances d'hiver, pendant les vacances d'été, travaillaient moins. Et donc, lui s'est dit, moi, je vais moins travailler. C'est une hypothèse. C'est peut-être complètement farfelu, mais c'est peut-être rendu compte qu'en décembre, les gens en faisaient un peu moins. J'aime ça qu'on accuse l'intelligence artificielle, soit dit en passant, qui devrait être un boost de productivité incroyable, d'être paresseuse quand les gens, normalement, sont aussi moins motivés à travailler. Et ceux qui dépendent de plus en plus. Voir une grève, débrayage de l'intelligence artificielle qui va aller piqueter dans la rue pour dire, on veut des meilleures conditions, nous, les ChatGPT de ce monde.
Mais si ça se met en plus à générer des trucs incompréhensibles, ben, tout ce qui dépend de l'intelligence artificielle, y compris la création de contenu, entre guillemets, là, je l'ai fait avec mes doigts parce que de plus en plus on génère n'importe quoi pour bourrer un site web de contenu le marketing de facile. contenu automatisé, là, les amis, c'est ça. C'est pas mieux. C'est pas évident. Il y a un truc qui est sorti cette semaine qui a fait jaser, un téléphone en fait, parce que la semaine prochaine à Barcelone a lieu le Mobile World Congress où normalement on va, je suis allé assez souvent les dernières années. Cette année, je saute mon tour, malheureusement, j'aurais aimé ça y aller, mais bon, on peut pas toujours faire tout ce qu'on veut dans la vie, n'est-ce pas? Mais il va y avoir un nouveau téléphone présenté là-bas, et là j'ai fait comme, j'aurais aimé ça. C'est le Xiaomi 14 Ultra. Xiaomi, c'est une marque chinoise, c'est une des deux marques les plus populaires en Chine, donc probablement dans le monde, si ça se trouve, de téléphone. Et ils ont présenté un appareil spectaculaire, le 14 Ultra. C'est un téléphone ultra mince avec un super appareil photo. Ils ont entre autres des fonctions de photographie avancée, à même les objectifs et tout le kit. Il y a 4 objectifs. Mais surtout, l'appareil est vendu avec en accessoire l'espèce de petite poignée qu'on accroche dans le port USB-C sur le côté qui devient notre outil pour le tenir comme un appareil photo. Donc, un grip, je sais pas, il doit y avoir un terme en français, pour appareil photo qui s'accroche naturellement, qui est agencé évidemment au téléphone parce que c'est le même appareil, c'est un accessoire fait par Xiaomi aussi. Et l'accessoire contient une batterie de 1500 mAh en plus, donc prolonge d'autonomie, a les boutons pour contrôler entre autres l'obturateur, le temps d'exposition, ces choses-là. Donc vraiment pour en donner une particularité, une utilisation, une interface comme un appareil photo au téléphone. Et j'en parlais dans le Devoir la semaine dernière à partir du OnePlus 12, comment les téléphones ne sont plus des téléphones, mais des caméras numériques connectées de plus en plus, parce qu'on parle que de l'appareil photo. Ben oui. Et là, on pousse un peu plus loin en disant, en plus, c'est l'accessoire qui vient. Et là, je sais qu'il existe des accessoires qu'on peut acheter pour tous les téléphones qui se vendent, mais celui-là, c'est le premier en son genre qui vient avec toute la patente depuis le Nokia Lumia 520 il y a 15 ans, mais qui, évidemment, n'a pas connu le succès commercial espéré. Mais je pense qu'on anticipe un retour de ces affaires-là, de ces accessoires, de ces appareils semi-photographiques téléphoniques aussi. Et là, dans ce cas-ci, ce qui est malheureux, c'est que cette marque-là n'est pas vendue chez nous. Elle va être vendue en Europe, en Asie, mais pas aux États-Unis ni au Canada. C'est un peu dommage parce qu'ils font des beaux appareils. J'espère à quel point il faut se méfier de ces marques chinoises qui ne sont pas Huawei, là, parce que c'est un gros truc il y a 2-3 ans. Ouais. Je regarde les specs du téléphone et ça fait rêver. Snapdragon 8 génération 3, 16 gigaoctets de mémoire vive, du haut de gamme, 1 téraoctet de stockage, voilà. Batterie de 5300 mAh, charge rapide 90 watts, 80 watts sans fil. Bon, ça c'est beaucoup. Au iPhone, c'est hallucinant. Ça fait lever les cheveux si on se tient près du chargeur sans fil, je ne sais pas. Allez savoir, mais c'est ça, c'est certain que c'est du haut de gamme. Mais bon, allez savoir. Une petite dernière, Pascal, pour la route, l'application de messagerie d'Apple va se donner de doter de nouvelles technologies, de nouveaux niveaux de sécurité, de chiffrement des messages qui va le rendre étanche aux manipulations quantiques. On appelle ça future-proof, prêt pour le futur. C'est à la fois simple et compliqué. Là, c'est un truc qui s'appelle QP3 qui va changer essentiellement la clé de chiffrement d'un message à l'autre dans les communications pour que ce soit plus difficile à percer. Il va y avoir 2 niveaux de chiffrement. Et ce qu'on dit, c'est que ça va être, ça permet dès maintenant de prévenir ce que l'informatique quantique permettra de faire plus tard. C'est-à-dire qu'il y a une pratique, semble-t-il, et je ne sais pas qui fait ça, mais qui consiste à tout récupérer, tout récolter les contenus chiffrés dans les applications de messagerie en prévision du jour où on aura l'informatique quantique assez puissante pour la déchiffrer. Et à partir de là, bien évidemment, on fera ce qu'on voudra avec les données. Les pirates du futur. Les pirates du futur sont actifs dès maintenant, semble-t-il. Et là, ce qu'Apple a annoncé, c'est un truc qui va permettre d'éviter justement de compliquer la tâche de ces gens-là. Évidemment, l'application de messagerie d'Apple, la particularité, c'est qu'elle est très populaire nécessairement chez les propriétaires d'iPhone, donc c'est quand même une grosse nouvelle. Mais c'est similaire à ce qu'on peut faire sur l'application Signal, qui est une application aussi très utilisée multiplateforme dans le mobile, et très chiffrée, très privée et tout le kit. Donc, si jamais l'informatique quantique... oui, c'est ça exactement, c'est important. Et si vous avez peur du quantique, ben voilà, vous avez des solutions. Signal et iMessage sont des options pour vous. C'était une série. Écoute, là, je suis énergisé après 6 gros espressos de nouvelles techno comme ça, mais on va tout de suite aller dans le cœur du sujet, parce qu'on passe aux actualités plus costaudes, qui sont présentées par InfoBref. Il faut le rappeler, c'est comme ça toutes les semaines. InfoBref, savez-vous c'est quoi? J'espère que oui, on vous en parle à chaque semaine. C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes au Québec. Donc, tous les jours. InfoBref résume les principaux événements qui se passent dans une journée
souvent la journée dans laquelle vous le lisez, si vous l'ouvrez le matin même, et ça se lit en 5 minutes, c'est gratuit, c'est facile, c'est infobref.com, allez voir ça tombe dans votre inbox, et c'est magique. Ben, magique, je peux pas dire que c'est magique, parce que c'est de l'information, mais c'est bien fait. Je veux dire ça comme ça. On va parler d'un truc dont on parle pas souvent, Pascal, parce on s'excite avec les réseaux sociaux et tout le kit, mais il existe un forum en ligne Oui. qui est donc sous-estimé, dont la valeur, je trouve que la juste valeur n'est pas encore bien comprise, c'est Reddit. Mais là, il y a des gens chez Google qui ont compris que c'est une petite mine d'or, ce site-là. Là. Oui, l'an dernier, Reddit a fait jaser de lui parce qu'ils ont bloqué l'accès aux applications tierces pour utiliser ces données, ce qui a brisé certaines applications qui permettaient de consulter mieux Reddit. Reddit, c'est un forum très ouvert, très le fun par sujet. Donc, on a des sujets, ça va d'émissions de télé à des appareils très, très, très spécifiques. C'est un rendez-vous de geeks assez agréable. Très geek, ça, on peut dire ça comme ça, ouais. Oui, et depuis que je l'ai découvert, c'est fantastique. C'est des vrais humains qui génèrent des réponses. On est loin, loin, loin des pages optimisées pour la recherche de Google. Donc, au lieu d'avoir la liste des 10 meilleures solutions pour faire votre impôt cette année, tu as des vrais utilisateurs qui posent la question, quels sont les meilleurs trucs pour faire mon impôt? Et tu as des vraies réponses et on peut voter pour les meilleures réponses. Reddit, si vous n'utilisez pas Reddit, regardez vos sujets préférés. Hein. Moi, j'y vais, ça va de James Bond, tous mes intérêts personnels, mais aussi des entreprises, aussi des services, aussi simplement ces techniques d'entraînement. Si vous aimez le CrossFit, t'as // CrossFit, et t'as beaucoup d'infos là-dessus. Ils ont bloqué l'accès aux moteurs de recherche. Ils ont bloqué l'accès aux applications tierces. Et là, on apprend que Google va donner environ 60 millions de dollars par année pour pouvoir consulter ce contenu-là, l'analyser et entraîner surtout son intelligence artificielle. Moi, c'est ça, et voilà. Et donc, moi, ça me semble très peu. On parle de transactions qui coûtent des milliards de dollars pour acheter Instagram et compagnie. 60 millions par année, ça me semble très peu. Bien hâte de voir. Les utilisateurs, évidemment, ne recevront pas d'argent là-dessus, même si c'est eux qui contribuent à cette plateforme-là. Ce qu'ils ont, c'est une plateforme gratuite. Quand c'est pas vous qui payez, c'est vous le produit. Donc, l'information qu'on va mettre là va pouvoir être réutilisée par l'intelligence ou régurgitée par l'intelligence artificielle de Google. La question que je me demande, tu vas en parler dans quelques secondes, Reddit prépare son entrée en bourse. Est-ce qu'ils vont recevoir des montants de Microsoft, de Facebook, d'autres entreprises qui vont eux aussi vouloir utiliser Reddit comme source de données? Ça pourrait devenir une surenchère que les données de Reddit sont compilées par l'intelligence artificielle de Google, mais pas celle de Microsoft et pas celle de Facebook. Concurrentiellement, ça peut devenir une grosse partie, là, une chose intéressante à surveiller. Oui, parce que c'est ça l'autre nouvelle, et je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Entre autres, pour cette raison-là, Reddit a annoncé qu'ils vont entrer en bourse prochainement. C'est la première inscription, la nouvelle offre publique d'épargne, on dit le terme exact, là, les fameux IPO, comme on dit en anglais. Donc, c'est la première inscription à la bourse pour une entreprise techno d'envergure de la Silicon Valley, plus spécifiquement depuis Pinterest en 2019. Comme quoi, il s'est passé du temps. C'était un gros truc, l'entrée en bourse depuis, en tout cas jusqu'à la pandémie. Là, pendant un bout de temps, c'était une entrée en bourse inversée où on rachetait un fonds de capital qui était déjà en bourse pour accélérer la patente. Et là, clairement, ça s'est dégonflé avec un certain écrasement des technos en 2022. Mais là, on ressent un nouveau vent dans cette direction-là là, qui relance l'intérêt. Dans le cas de Reddit, c'est pas une entrée en bourse, c'est comme super excitant, c'est un peu tiède. Leur situation fiscale, financière et tout le reste est correcte, mais pas spectaculaire. L'entreprise vaudrait à peu près 10 milliards de dollars américains. Donc, on est loin des OpenAI, là, qu'on se dit, ça vaut déjà 400 milliards, cette patente-là. Whoopidou. Non, on garde ça raisonnable, ça vaut 10 milliards. Faut dire que l'entreprise est encore déficitaire. Ils ont levé 1,6 milliard en capital privé, là, depuis qu'ils existent. Ça a été fondé en 2005, Reddit, mine de rien. Oui. C'est toujours resté un petit peu sous le radar, hein. C'est pas un truc qui est mainstream. Même si au niveau, quand on est moindrement un peu geek ou un petit peu branché sur les technos, on connaît ça facilement. C'est un des meilleurs outils pour du bidouillage ou, tu sais, pour que il y a un code d'erreur dans votre logiciel qui est comme weird, puis vous savez pas pourquoi, puis vous avez tout essayé, vous allez sur Reddit, et généralement, il y a une solution qui se trouve sur Reddit. Oui. Donc, c'est un outil, c'est une mine d'or, et je comprends pourquoi Google voulait puiser dans cette mine d'informations-là. Mais bon, là, ils ont perdu 90 millions de dollars en 2023.
C'est des sous quand même, mais c'est mieux que l'année d'avant où ils ont perdu, je pense, 150 millions, donc ça s'améliore. On dit que les revenus sont en croissance. On parle d'une croissance de 20% par année depuis quelques années, donc ça va dans le bon sens. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va donner parce que quand on ouvre son capital comme ça en bourse, évidemment, il y a des investisseurs. Et là, il n'y a plus seulement que le grand patron fondateur et ses meilleurs amis qui prennent les décisions, parce que là, il y a des actionnaires qui veulent du rendement puis qui veulent ainsi de suite. Et là, effectivement, Microsoft, Google, Meta peuvent décider de devenir des investisseurs, des actionnaires influents directement ou à travers d'autres firmes et essayer de convaincre, par exemple, la direction d'une entreprise comme celle-là d'ouvrir leur banque de données pour leurs robots, que ce soit pour améliorer la recherche ou l'intelligence artificielle, parce qu'on le sait. En fait, c'est facile. Quand on parle d'intelligence artificielle qui fournit des réponses complètes plutôt que des listes d'URL et qui remplacerait un moteur de recherche, si en plus cette intelligence-là peut aller chercher dans Reddit, où se trouvent généralement toutes les espèces de petites réponses très pointues auxquelles les FAQ des sites web ne répondent pas. Et ça boosterait beaucoup un ChatGPT ou un copilote ou un Gemini ou peu importe. Là, ça, c'est clair. Donc, ça va effectivement avoir un effet. Je pense pas qu'on va voir ça bientôt, parce qu'évidemment, il faut que l'entreprise entre en bourse et que toute la patente se mette en place. Mais l'obligation de devenir rentable un jour, je pense que ça va finir par... La question va revenir d'actualité, c'est sûr, éventuellement. Puis, c'est une bonne question. Est-ce que ça va dénaturer Reddit? Est-ce qu'il va falloir avoir un tiers publicitaire gratuit? Est-ce qu'on va devoir ensuite payer pour accéder à Reddit Plus? Sans publicité, plus de réponses. Imagine que la version gratuite de Reddit a les 10 premières réponses, puis avec Reddit Plus, tu paies $20 par année. Là, tu viens de dénaturer, et puis tout le bénévolat qui est fait c'est un peu comme Wikipédia, la journée où tu dois payer pour Wikipédia Plus pour avoir plus qu'une page de réponses, tu viens complètement de dénaturer. Parions que ça va être, parions qu'on va s'en reparler dans 5 ans et que ça sera peut-être pas aussi le fun que ça l'est actuellement, définitivement. Espérons que ce ne sera pas le cas. Je me permets de faire une parenthèse, c'est très drôle. J'ai un livreur Purolator à vélo électrique devant chez moi. Oui. Ça va peut-être sonner à ma porte. Je suis très, très curieux. C'est très joli. Tu as le petit vélo qui arrive avec un petit coffre à l'arrière. Très, très positif de voir ça, je trouve. C'est bon pour les mollets. En tout cas, les mollets des livreurs Puro. Il y a une autre nouvelle qui a rien à voir, et ça m'a fait rigoler parce que ça a absolument, mais absolument rien à voir avec l'intelligence artificielle dont parle tout le temps tout le monde dans les technos. Oui. Et là, Apple arrive avec une grosse nouveauté cette semaine, une application qui s'appelle Sports. Go Team! Ouais, c'est une application qui permet de savoir le score du match offert par Apple. Et là, je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin qu'Apple crée sa propre application pour voir les résultats du match? Il me semble que sur Android, depuis plus d'1 an, on peut voir les résultats du match dans une petite bulle qui apparaît. On cherche le score, on cherche et puis là, il nous propose, veux-tu ajouter une petite bulle dans le coin de ton écran? Il y a déjà des dizaines d'applications qui permettent de le faire. Toutes les applications de réseaux sportifs, la presse, le Journal de Montréal permet d'avoir des fenêtres qui affichent les résultats du match. Mais je crois que c'est le patron d'un des top patrons d'Apple qui s'est dit, il faut qu'on crée la plus meilleure application de résultats sportifs. Ce que je comprends, la petite twist, c'est que ça se connecterait avec l'application de diffusion en direct du match. Fait que tu pourrais non seulement voir le résultat apparaître, mais tu pourrais toucher et le faire, par exemple, voir RDS, voir... ça le fait à travers l'application Apple TV. C'est pas direct, ouais. Parce que ça passe par l'application qui est Apple TV, qui est une espèce d'agrégateur de flux vidéo sur la plateforme Apple. Mais ultimement, oui. C'est ça. La particularité, c'est que c'est très difficile, semble-t-il, de regrouper l'information, parce qu'il y a l'information sur le pointage en direct, mais aussi sur le play-by-play, là, à mesure que les joueurs sortent et embarquent sur le terrain ou la glace ou peu importe, et les faits saillants en temps direct. Et ça, ce sont des fournisseurs qui sont pas les ligues. C'est des tierces, c'est des entreprises tierces qui, elles, il y en existe comme un paquet, puis il faut semble-t-il que c'est un paquet de troubles à regrouper. C'est le VP senior responsable des services, Eddie Q, qui a lancé cette application-là, et pour lui, c'est très important. Il y a une stratégie derrière, parce qu'évidemment, l'application est assez simple. Je me rappelle d'avoir installé une application comme ça sur mon Windows Phone il y a de cela une douzaine d'années. Ça peut pas être plus basique comme application. Mais évidemment, on joue la carte de la simplicité à la Apple chez de l'iPhone, parce que c'est ça. Ça marche, c'est simple, ça s'affiche sur l'écran verrouillé, ça s'affiche dans comment il l'appelle, le Dynamic Island, l'espèce de bande noire en haut de l'écran sur les iPhones qui ont ça. Et surtout, ça renforce un peu cet écosystème d'informations sportives.
Il y a aussi des cotes de paris sportifs dans l'application qu'on peut désactiver, mais qui sont là quand même par défaut. Et ça soulève la question de wow, la business du sport en direct est vraiment en train de changer. Hein. Et si vous regardez le sport à la télé, vous voyez à quel point il y a de la publicité sur les paris sportifs. Il y a à peu près que ça maintenant. Puis des pubs de chars, ou en tout cas de pick-up, dépendamment de ce que vous regardez comme sport. Oui, pick-up. Fait que des chars et des paris. Fait que c'est en train de changer beaucoup. Évidemment, ça s'en va en ligne parce que les sites de paris en ligne, surtout au Québec, ne sont pas permis, à part le mise au jeu. Il y a comme toute une espèce, c'est bien compliqué, mais ailleurs dans le monde, et même en Ontario, Wayne Gretzky fait de la pub pour le pari en ligne. Donc, ça ouvre cette espèce de porte-là. Et je lisais un rapport cette semaine de la firme Deloitte, ou Deloitte, je sais plus comment il faut l'appeler, mais bref, qui se penchait sur l'industrie du sport télévisé, du sport en direct en 2023. Et ce qu'il disait, c'est que pour eux, c'est un long jeu de dominer ce marché-là pour les plateformes numériques comme celle d'Apple, comme Amazon, comme Disney, qui a ESPN et comme d'autres. Et qu'on pense que d'ici peut-être 2030, il va se démarquer un ou deux joueurs dominants pour regrouper tous ces sports-là en une seule offre qui coûtera pas 120 $ par mois, parce qu'à un moment donné, ça coûte cher, c'est ça le problème. Et une des clés du succès de ces plateformes-là, c'est d'offrir une expérience tout en un la plus complète possible. Donc, d'offrir cette application de sport-là, ça ajoute une corde à l'arc d'Apple. Et c'est... peut-être que pour l'utilisateur, c'est plus, je vais pas dire rassurant, mais moins un gros casse-tête que d'aller chercher l'application de la ligue, l'application de l'autre ligue, l'application du diffuseur, l'application du fournisseur de service pour chacune de ces activités. En revanche, évidemment, il n'y a pas toutes les ligues dans l'application Sports, il y a que les grandes ligues. Il y en a une dizaine, quelques grandes ligues de football européen, la plupart des grandes ligues nord-américaines. Mais tu sais, moi, j'aime beaucoup regarder les Alouettes de Montréal et la LCF qui est zéro numérique est pas là. Moi, j'ai pas vu la Formule 1. Ben, il y a des choses qui vont s'ajouter à mesure que mais je pense pas que c'est considéré comme du sport, là. Je suis d'accord avec toi. Mais, juste pour je vais protester que c'est quand même assez fascinant comme, mais ce qu'il me disait, parce que j'ai rencontré DQ la semaine dernière pour en parler, ce qu'il me disait, c'est que, évidemment, ça va se bonifier au fil du temps. Donc ça, disons, la première salve, la première offre, c'est l'application telle qu'elle est en ce moment. Elle est gratuite pour les gens qui ont un iPhone, mais il va y avoir évidemment des améliorations. Au fil du temps, il va s'ajouter du contenu. Ce qui était difficile à déterminer, c'est où est-ce qu'on arrête dans les ligues. Est-ce qu'on va dans les ligues mineures, juniors majeurs, des choses comme ça, ou est-ce qu'on arrête strictement au niveau professionnel, ou est-ce que les gens... Parce que quand on va sur les sites de paris sportifs, qui est comme une espèce de façon de savoir qu'est-ce qui est populaire dans le sport, les gens parient vraiment sur n'importe quoi. Hein. Ben oui. Pas juste le sport. Les émissions de télé comme La Voix, je regardais ça sur Mise au jeu, c'est comme, voyons donc. Bon. Fait que parions que l'application Sports va se bonifier au fil du temps. Ça sent le cheval de Troie, là, comme tu le dis, là, pour aller plus loin dans leur développement. Moi, ce que je trouve triste, c'est qu'évidemment, ça va sherlocker plein d'applications similaires, plein d'applications qui offraient des services de résultats sportifs qui viennent de perdre énormément de valeur. Et on termine les nouvelles avec ça, c'est très, très drôle, le fait que, attention, mesdames et messieurs, le riz, ça ne fait pas sécher votre iPhone. Non, mettre son téléphone dans du riz pour le faire sécher, c'est l'équivalent pour un téléphone intelligent d'un remède par homéopathie. Il n'y a absolument rien qui prouve que ça marche, à part l'espèce de légende urbaine qui dit « Oui, je vous dis, ma grand-mère faisait ça dans son temps. » En tout cas, ça, c'est ce qu'Apple l'a dit. Donc, si votre iPhone est mouillé, ne le séchez pas dans un sac, dans une poche, dans une tasse de riz. Ce n'est pas une bonne idée. C'est une pratique qui, dit-on, est très populaire parce qu'on en a beaucoup parlé. Ça a été quelque chose qui a été très viral comme information au fil des dernières années. Mais à cause que ce qu'on dit, on a même publié des directives là, officielles qui indiquent aux propriétaires d'iPhone que ça pourrait endommager leur iPhone plutôt que le faire sécher. Du riz, c'est dépendamment d'où on le prend. C'est pas toujours que des grains parfaits et idéaux. Donc, il y a des grains de riz. La poussière de riz, je sais pas, il y a des résidus, des particules qui peuvent s'insérer dans les fentes, dans les différentes zones où ça peut rentrer dans l'appareil et l'endommager. Ce qui m'apparaît comme un gros bon sens, comme approche. Je me demande s'il n'y a pas des gens qui utilisent du riz cuit. Oh, un petit riz au jasmin, oui. Moi, je suis certain qu'il y a du riz cuit. Ils ont dû en voir de toutes les couleurs pour qu'ils fassent cette directive-là. Arrêtez de mettre votre téléphone dans le riz. Ils ont dû en voir des étranges, là. Ouais. Apple déconseille aussi de sécher son téléphone à l'aide d'une source de chaleur externe ou d'air comprimé, comme les radiateurs et les sèche-cheveux. Tu pousses l'eau à l'intérieur, j'imagine, ce qui retarde ce qu'on dit, c'est de garder le téléphone s'il a été imbibé dans un endroit sec avec un bon courant d'air
et de éventuellement le reconnecter à son chargeur. Faut dire que les téléphones plus récents sont étanches à beaucoup d'eau. Oui, ils ont beaucoup Donc, plus c'est de moins un résistance problème. qu'avant. Ouais. Mais si vous avez un vieux téléphone, ça peut être un problème. Et la légende du riz qui fait sécher. Si ça a fonctionné pour vous, semble-t-il que ce n'est pas parce que c'est scientifique, c'est anecdotique. Donc, vous avez été chanceux. Bravo. Voilà. Ça fait le tour. Hey, on avait du gros stock Oui, on a du plaisir. On va aller prendre un petit respire. Moi, faut que j'aille porter. J'ai plus de café dans ma tasse. Faut que j'aille faire le plein parce que on va parler de choses sérieuses. Au retour, on va parler de toute la question de la publicité en ligne. Pourquoi l'Internet est gratuit, entre guillemets, et comment ça pourrait changer dans les prochains mois, entre autres à cause d'une nouvelle loi provinciale au Québec qui pourrait affecter la façon dont les sites web opèrent. On en reparle tout de suite après ceci à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech. Cette semaine, on va parler de choses sérieuses. Mais avant, Pascal, je vais présenter notre commanditaire, Planet Hoster. Il y a du nouveau dans mon dossier de migration de site web. En fait, je l'ai dit la semaine dernière, j'ai transféré mon site web chez Planet Hoster, entre autres, parce que c'est une entreprise québécoise, qui est toujours un gros plus en ce qui me concerne. On en a parlé, j'ai installé WordPress, ça a pris sérieusement 20 minutes entre deux parties de volleyball de ma fille. Ça, c'était l'histoire de la semaine dernière. Là, cette semaine, je me suis rendu compte qu'en ajoutant des plugins sur WordPress, c'était facile de faire crasher WordPress. Oups! Et pourtant, c'était pas des plugins super difficiles. J'ai installé, entre autres choses, un truc pour aller chercher ce que je fais sur mon site, je fais de l'archivage. Je vais chercher l'extrait des textes que je fais un peu à gauche, à droite sur Internet. Et je mets tout ça sur un fil très simple à consulter pour moi, parce qu'il y a vraiment personne qui consulte ça à part moi, puis c'est ça le but. Mais le plugin, le plugiciel ou l'extension, devrais-je dire, qui fait cette recherche de flux RSS-là, ne fonctionnait pas à ma pleine satisfaction. Et là, évidemment, elle a créé, je sais pas combien de milliers de textes basés sur 3 textes originaux qui étaient, en tout cas, bref, c'était buggy. Alors, j'ai craché, j'ai refait mon site en un autre 5 minutes. Il n'y a pas que Planet Hoster qui l'offre, mais tu sais, on peut souvent créer une instance WordPress à même le panneau de contrôle de son site. Je me suis toujours entêté à le faire moi-même de mon côté. Tu installes le truc, tu vas sur wordpress.org, tu downloads le truc, tu l'installes, tu le compiles, puis là, ça s'installe avec la base de données, tout le kit. Et j'ai réalisé que je pouvais faire ça en un clic. Je sais même pas pourquoi je me cassais la tête avant, parce que ça se fait tout seul, c'est en français, il y a pas de... Tu vas chercher ton thème, c'est réglé. Tu peux même charger dessus ce que tu avais avant. Bref, kudos à Planet Hoster et bout à moi, parce que clairement, j'aurais dû faire ça avant, j'aurais sauvé un paquet de troubles. Mais bon, pour ceux que ça intéresse, parce que c'est notre commanditaire, puis c'est pour ça que j'en parle, planethoster.com, si jamais vous vivez dans un monde parallèle qui ressemble au mien, là, c'est une bonne solution pour vous casser la tête un peu moins si vous avez un site web. Parlant de site web, ben oui, je le fais pas parce que c'est pas mon but dans mon site web, mais la plupart des sites web, on le sait, vivent de la publicité qu'ils affichent. Et pour avoir la publicité, évidemment, qui fonctionne bien, qui est payante, il faut avoir une publicité qui, idéalement, est ciblée envers son auditoire, son audience. Et pour la cibler, il faut évidemment, en tout cas, la pratique acceptée, c'était de l'épiceté. Mais là, il y a beaucoup de bruit dans la chaîne publicitaire, disons ça comme ça, parce que là, il y a la loi 25 qui s'en vient au Québec sur la bonne utilisation des renseignements personnels, disons ça comme ça. Et il y a aussi la fin annoncée des fichiers témoins, les cookies. Et ça, c'est drôle parce que je ne sais plus, ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle et j'ai aucune idée où c'est rendu. Et ça tombe bien parce qu'on a invité quelqu'un pour nous en parler, qui est Benoît Skinazi, qui est directeur du marketing chez ShareTruth. ShareTruth, c'est en anglais d'un exchange, on peut dire une plateforme ou un intermédiaire, d'avoir un terme en français, mais il m'échappe, là, qui fait le lien entre les éditeurs, les publishers et les annonceurs et qui les aide à faire des campagnes publicitaires qui ont l'impact maximal pour un coût minimal. Je pense que je l'ai bien annoncé. C'est comme ça que je l'ai dit, Benoît? Ouais, tu présentes ça très bien. Ben, merci. Écoute, merci d'être avec nous, premièrement. Et officiellement, bonjour, bien sûr, parce que j'ai oublié ce bout-là. Il y a beaucoup d'éléments dans ce dont on vient de parler rapidement. Parlons des cookies, juste pour partir, parce que ça, c'est le truc. On a une idée en tant que grand public, là, on a une idée, c'est quoi un cookie, mais en fait, c'est vraiment très complexe. Et là, c'est en train d'être tassé. J'imagine qu'il y a d'autres choses qui vont le remplacer. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Ouais, bon, déjà, bonjour à tous les deux aussi. Très content Bonjour. très content d'être là. Et les cookies, déjà, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a peu de temps, je parlais avec un gars de Google super sympa, Francis, qui me disait que il me posait la question, quel est le point commun entre les cookies, le Roi Lion et Forrest Gump? Et je vais reprendre ce qu'il m'a dit parce que je trouvais ça drôle.
Bon, la réponse rapidement, c'est qu'ils ont le même âge, en gros. Donc les cookies ont 20 ans, tout simplement. Donc c'est une technologie qui est vieille, qui à la base sert à faire du tracking, à faire justement à collecter de l'information. Mais il y a différents types de cookies. Le terme cookie il provient d'un terme technique qui était utilisé par des développeurs qui permettait de justement désigner un paquet de données à agglomérer, puis collecter, puis c'est resté dans l'industrie. Mais c'est pas forcément lié directement au petit biscuit comme on le voit tout le Non, temps absolument sur pas. Internet. Non, mais la création du cookie était quand même ingénieuse parce que c'était pas évident à une certaine époque qu'on pouvait déposer un fichier sur un ordinateur de navigateur d'internaute, en fait, à travers son navigateur sans que ce soit un système existant. Donc ça faut féliciter ça, mais ça s'est beaucoup, ça a beaucoup évolué. Certains diraient que ça s'est empiré, mais là, on arrive à la fin de ce processus-là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors pas de tous les cookies. Les cookies, il y a différents types de cookies. Il y a les cookies qui sont un peu les cookies internes quand vous naviguez sur un site e-commerce, puis que vous commencez à magasiner sur le site, puis là vous quittez le site, puis il se rappelle de votre panier d'achat, il se rappelle de votre langue de préférence, il se rappelle de vos types de produits que vous aimez, la taille de vos souliers, etc., etc. Ça c'est des cookies internes. Ces cookies-là, on va pas s'en débarrasser. Ce qui est le gros problème, c'est les cookies de parties tierces. Donc c'est des cookies qui sont donc des fichiers qui sont déposés sur votre ordinateur à partir de votre navigateur Internet, et là qui sont déposés donc par des parties tierces et qui collectent de l'information sur votre historique de navigation, vos habitudes de navigation en ligne, et qui à partir de là sont capables à travers des algorithmes de déterminer quels peuvent être vos intérêts, vos intentions d'achat, votre profil d'utilisateur. Et ces données-là, par le passé, alors de moins en moins, mais elles ont souvent été collectées de manière non consentie et revendues à des fins publicitaires pour permettre la livraison de campagnes ultra ciblées, notamment des campagnes de reciblage quand vous allez sur un site puis qu'après on vous bombarde d'annonces pour les mêmes types de produits. Ouais. Tout ça, ça passe par les cookies. Ça permet aussi la mesure de performance de campagne. En tout cas, ça aide la mesure de performance des campagnes. Donc, c'est un gros écosystème qui repose sur l'utilisation des cookies et qui est justement en voie de disparaître ou d'être complètement modifié. Mais ça aussi, ça date pas d'hier. Puis je peux en parler rapidement. La disparition des cookies, elle a été un peu il y a plusieurs facteurs qui l'ont impacté. Il y a la prise de conscience des utilisateurs sur l'utilisation de leurs données personnelles. De un, qui a commencé à lever des discussions et puis des débats. De deux, il y a la législation qui a commencé à se mettre en place. Donc ça a commencé en Europe avec GDPR, qui est Global Data Protection Regulation, qui a été mis en place en Europe, mais qui a impacté le monde entier, qui disait en gros, n'importe quel site qui collecte de l'information doit l'indiquer et doit recueillir le consentement de l'utilisateur. C'est pour ça qu'on a vu des petites pop-up en bas de page apparaître un peu partout. Ouais. Et ça, pourquoi ça nous a impacté, nous, en Amérique du Nord, alors que c'est une législation européenne? C'est parce que cette législation, elle dit que si je suis un site européen, je dois respecter cette législation pour tout trafic qui vient sur mon site, que ce trafic soit européen ou étranger. Mais si je suis un site étranger et que j'ai du trafic européen qui vient sur mon site, pareil, je dois respecter cette législation-là. Donc au final, ça concerne un petit peu tout le monde. Ça, c'était en 2018 que ça a commencé. Suite à ça, 2019, il y a Safari, donc Apple, Mozilla, Firefox qui annonce aussi le retrait des cookies de leur navigateur, ou en tout cas des mesures visant à progressivement les retirer. 2020, on a une nouvelle législation qui arrive avec de CCPA, ça c'est la California Consumer Protection Privacy Act, qui ressemble beaucoup à ce qui a été fait en Europe. Et en parallèle de ça, Google annonce aussi ce qu'ils appellent Privacy Sandbox, puis l'annonce du retrait des cookies sur Chrome, qui dans le cadre de Google est beaucoup plus compliqué à mettre en place que pour Apple et oui, parce que Google Firefox joue des deux côtés de l'équation. Ils ont une régie et c'est peut-être la plus importante sur Internet en plus. Là.
Ouais, exactement. C'est le plus gros joueur quand on parle de la publicité sur l'open web. Ils sont pas que sur le search, la recherche. En gros, moteur de recherche, ils sont vraiment partout. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. C'est pour ça qu'on est rendu en 2024 et que c'est cette année que ça devrait se passer si c'est pas encore repoussé. Puis ça, on le sait pas vraiment. Mm-hmm. Et donc, en parallèle à ça, est-ce que c'est la fin de la publicité? Alors, si ça permet juste qu'est-ce qui s'en vient? Non, ce serait un gros problème si c'était le cas, parce que vraiment Internet, nous on dit souvent vraiment la publicité est ce qui permet à Internet d'exister en tant que tel. C'est ce qui permet aux individus d'avoir accès à du contenu gratuit et de qualité. C'est la source de revenus principale de la majorité des sites de contenu. Même les plateformes aujourd'hui, ce qu'on appelle les walled gardens, donc les Meta, Google et tous les GAFAM, en fait, leur source de revenus principale, c'est la publicité. Donc, on peut pas s'en passer. Puis, il faut continuer à être capable. Et si la publicité performe sur Internet et qu'elle est en croissance année sur année, c'est parce que elle permet de bien cibler l'utilisateur et donc de générer des performances pour les annonceurs. Si ça ne performait pas, il n'y aurait pas d'investissement média de la part des annonceurs. Donc non, elle n'est pas pour disparaître, mais il y a des alternatives qui commencent à faire leur apparition pour remplacer les cookies. Puis ça, on pourra en parler si j'ai quand même une très bonne, la commandite de balado, mais ça, c'est une autre conversation. Voilà. Alors ça, la commandite de contenu, c'est alternative, complément, je dirais, peut-être. Ouais. Ça, c'est certain. Ben, c'est la publicité, le display, là, qu'on voit, les publicités affichées, souvent plus ou moins statiques sur les sites. Effectivement, c'est un créneau, c'est le gros créneau de publicité en ligne, et ça, c'est en train de changer. Et là, il arrive un autre truc, au Québec spécifiquement, qui est le RGPD, dans le fond, le RGPD québécois, mais qui est un petit peu plus compliqué que ça, qui s'en vient, qui a commencé l'année dernière, qui a été mise il y a eu une deuxième étape en septembre. Là, c'est drôle au devoir, on en parlait cette semaine. Et il y a une finalité en septembre prochain, c'est la loi 25 sur les renseignements personnels. Ça aussi, ça trafique un peu la façon dont les entreprises ou les sites web vont vont se présenter aux internautes. Parce que là, il y a encore une fois cette fameuse fenêtre surgissante similaire au RGPD, mais il y a plus que ça derrière, là. Il y a plus que ça. La loi 25, c'est la réponse du gouvernement du Québec à l'ère technologique, de la même façon que comme tu le mentionnais, GDPR a eu lieu, CCPA en Californie, etc. Sauf que la différence des lois précédentes, et ce qui la complexifie un petit peu, il y a plusieurs éléments. Les GDPR, par exemple, mettaient la pression sur les entreprises de technologie numérique du secteur des ad tech, advertising technology, et sur les sites web. La loi 25 met la pression sur les entreprises. Qu'il s'agisse d'entreprises donc considérées plus comme des annonceurs ou des éditeurs de contenu, la pression est la même. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où il y a collecte et utilisation de données, la loi 25 encadre comment les entreprises et les organismes publics collectent, utilisent, partagent l'information. Donc ça va un peu plus loin. Et comme tu le mentionnais, la mise en place s'est fait en 3 étapes ou se fait en 3 étapes. C'est septembre 2022, septembre 2023, septembre 2024. Et donc de ce côté-là, ça a commencé doucement. En septembre 2022, je pense que c'était la désignation d'un responsable dans chaque entreprise qui a vraiment, qui a cette part de responsabilité, d'où le titre responsable, pour justement s'assurer que l'entreprise collecte de l'information d'une manière consentie par les utilisateurs et soit capable justement de maintenir une forme de registre par rapport à cette information-là. En 2023, ça a été la mise en place d'une politique de gouvernance claire par les entreprises. Donc c'était 22, je crois, septembre 2023, où les entreprises devaient justement, à cette date-là, avoir mis en place une politique de gouvernance claire par rapport aux renseignements personnels qu'ils collectent. Et on va une étape plus loin le 22 septembre 2024, où là, c'est la portabilité des données. Donc, c'est la capacité normalement que n'importe quelle personne pourrait avoir à interroger les entreprises sur les données personnelles qu'ils ont sur chacune des personnes. Ouais, ça, c'est un sacré casse-tête, en fait, cette partie-là. C'est un gros casse-tête, ouais, pour les entreprises. Et puis, et on va dire la responsabilité des entreprises aussi à travers la loi 25, c'est de s'assurer de ne pas conserver les données si elles en ont plus besoin. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place parce que souvent on collecte de l'information
parce qu'on en a besoin à ce moment-là, on la collecte aussi parce qu'on sait qu'on va peut-être en avoir besoin plus tard à des fins marketing. Et donc, on va dire la question, c'est comment définir cette notion de j'ai besoin de la donnée et sur quelle durée. Donc la définition de la durée, c'est un défi forcément pour les entreprises, puis ce qui fait peur et pourquoi on en entend beaucoup parler de cette loi 25, c'est que les amendes en cas de non-respect sont relativement élevées, pouvant aller jusqu'à, il me semble, 14 ou 15 millions de dollars pour une entreprise ou un organisme public qui ne respecterait pas. Alors ça, c'est le gros max, hein, c'est jusqu'à 2%, je crois, du chiffre d'affaires. Ça commence bien plus bas, bien heureusement, parce que on se doute bien que la commission sur le respect de la loi 25 va, on l'espère en tout cas, va être un peu plus clémente sur les entreprises qui mettent de la bonne volonté à vouloir aller dans cette direction, mais qui ne maîtrisent pas encore totalement le sujet. Pascal, une excellente question, je suis sûr. Moi, je me demande, est-ce qu'il y a une limite minimale? Est-ce que toutes les entreprises qui collectent des données, moi, par exemple, j'ai mon site personnel, pascalforget.com, Alain Toltien, horizonmedia.ca, est-ce qu'on va devoir, même si je suis un journaliste indépendant, j'ai des publicités sur mon site, est-ce que je collecte pas, j'analyse pas les données, je fais pas est-ce que je vais devoir mettre un pop-up ou Google va s'en charger parce qu'il y a des publicités Google sur mon site? Comment ça va? Alors c'est une super bonne question. La loi, elle concerne aussi les personnes physiques, donc ça veut dire en gros les travailleurs autonomes. Les amendes ne sont pas du tout les mêmes que pour les entreprises privées et les organismes publics. J'ai pas 15 millions. Je n'ai pas 15 millions. Moi non plus. On ferait une balado plaquéard, oui, c'est ça. Et donc, par rapport à, oui, en fait, la réponse rapide, c'est oui, à partir du moment où vous avez un site internet et que vous affichez de la publicité sur le site, peu importe la plateforme que vous utilisez pour monétiser ces espaces publicitaires, c'est votre responsabilité en tant que propriétaire de site d'afficher ce petit consentement, comme quoi il peut y avoir des données qui sont collectées. C'est-à-dire que, mais ça, il y a des outils très très simples, ce qu'on appelle des CMP, des Consent Management Platforms, qui sont justement, Alain, tu mentionnais les plugins sur WordPress. Oui. La plupart des sites et des systèmes de sites que vous pouvez utiliser pour bâtir justement un site web, que ce soit WordPress ou autre, proposent des plugins pour ça. C'est pas compliqué. Donc de ce côté-là, il n'y a pas une grosse inquiétude à avoir. Maintenant, si vous commencez à, par exemple, avoir un pop-up, demander aux gens de s'inscrire sur votre site, collecter cette information, de l'information sociodémographique sur les gens, etc., il faut garder une base claire et il faut expliquer à l'utilisateur pourquoi vous faites ça. Est-ce que c'est simplement pour leur envoyer des infolettres avec les nouveaux contenus que vous sortez? OK, pas de problème. Est-ce que cette donnée, vous prévoyez de la revendre à des parties tierces? Ça, c'est autre chose. Donc, c'est de l'information à maintenir dans un premier temps, expliquer et obtenir le consentement des utilisateurs pour la collecte de cette information-là. Deuxièmement, maintenir justement des bonnes règles de gouvernance par rapport à la collecte d'informations. Okay. Ça va être compliqué parce que le RGPD européen et la loi 25 sont presque pareils, mais pas tout à fait. Donc, on prend souvent des extensions ou des outils qui sont développés pour le contexte européen, mais c'est pas 100% conforme avec la loi québécoise. Donc, j'imagine qu'il va y avoir à un moment donné une espèce de rebrassage de ces affaires-là. Bien sûr, et puis les plateformes s'ajustent. Le défi, on va dire, c'est que le Québec, c'est un petit marché par rapport à d'autres marchés quand on parle de publicité. Donc forcément, toutes ces plateformes qui sont rarement des plateformes québécoises quand il s'agit du consentement peuvent mettre plus de temps à s'adapter à la loi 25 spécifiquement, quoique ça fait depuis 2022 qu'on en entend parler. Après, c'est pas uniquement juste généralement, le petit pop-up qui apparaît quand on regarde les différents types de consentement qu'on doit donner ou les différents types d'usage de data, ça couvre un spectre assez large. Après, c'est plus vous en tant qu'entreprise ou personne, on va dire physique, c'est comme ça qu'ils les appellent. Donc, garde une trace de cette information-là. C'est-à-dire si vous en collectez pas, il n'y a pas de problème. Si vous en collectez, que vous faites des démarches pour collecter de l'information, donc vous avez accès à cette data-là, si vous y avez accès, à ce moment-là, faut s'assurer de pouvoir le faire dans les bonnes conditions, tout simplement.
Un petit casse-tête qui s'en vient. Au moins, on a le temps parce que ça s'est annoncé d'avance, ce projet-là. Et nécessairement, la commission de l'accès à l'information a pas les j'ai l'impression n'a pas les ressources entières pour appliquer ça le lendemain de la mise en application. Donc ça va prendre le temps. Même à RGPD, ça a pris quelques années avant de. Ça a pris du temps, bien sûr, et puis ça a été retravaillé, ça a été ajusté, c'est essentiel. Donc il y a pas le but n'est pas de taper sur les entreprises à tout va. Le but est de s'assurer que la collecte d'informations est faite en respectant la vie privée, la collecte et l'utilisation d'informations soit faite en respectant la vie privée des utilisateurs. Donc c'est pas la fin de l'Internet gratuit là, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Absolument pas. Et puis comme je le disais, il y a des alternatives aux cookies. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Bon, c'est une bonne nouvelle, ça fait pas mal le tour. Benoît, merci d'avoir expliqué tout ça. Ça éclaire pas mal la question, parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans ce créneau-là, clairement. Benoît Skinazi, qui est directeur du marketing pour Share2. Merci d'avoir été avec nous, c'est très informatif tout ça. Avec grand plaisir. Nous, on prend une courte pause et on revient immédiatement après, comme dans 7 secondes à peu près, avec nos essais de gadgets. Restez avec nous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et re-bienvenue à Une tasse de tech. Cette semaine, Pascal, t'as essayé un gadget et je suis un peu jaloux parce que je l'ai vu passer dans l'écran ici parce qu'évidemment, on a aussi notre portion vidéo qui, ma foi, m'a l'air tout à fait convaincant parce qu'il y a beaucoup de montres connectées, n'est-ce pas, qui ont été mises en marché par des fabricants au fil des ans. Et mon Dieu, qu'elles font dur. Oui. Je sais pas pourquoi, mais bref. Mais là, t'en as une qui est pas mal chouette, là. Ben, c'est ça, c'est des montres sportives. Fait qu'une montre sportive, ça a l'air de quelque chose que t'amènes au gym. Mais quand tu veux avoir une montre qui mesure tes informations de santé, qui sont un peu plus élégantes, un peu plus habillées, le choix est limité. Withings en fait depuis quelques années, une compagnie française qui s'appelle, c'est pour Wireless Things. Qui appartient maintenant à Nokia, non? Ah oui, c'est tout à fait possible, la fusion. Oui, ils ont été SME, ensuite ils sont repartis indépendants, je sais pas, mais il me semble que ça a changé de main 2-3 fois. Il y a une association, parce que quand je regarde mes données sur le site, il y a encore marqué Nokia quelque part là-dedans. Mm-hmm. J'ai reçu la ScanWatch Nova de Withings, c'est leur nouvelle montre connectée haut de gamme. Je la montre pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Quand je l'ai ouvert, quand je l'ai déballé, j'ai fait « wow ». Parce que j'avais vraiment l'impression de déballer une montre, peut-être pas une Rolex, mais au moins une Omega. J'avais vraiment avec très élégante, très beau fini. J'ai reçu le modèle bleu qui va avec mes yeux. Et sérieusement, ça paraît bien au poignet. Il y a un petit affichage, ça ressemble tout à fait à une montre standard de plongée avec une espèce de d'anneau autour pour indiquer les heures, pour ajuster la durée de sa plongée à l'époque. On peut encore la tourner, c'est unidirectionnel, donc on peut pas rallonger sa plongée, on peut que l'écourter. Super belle attention. On a à l'intérieur des capteurs et on a un petit affichage rond qui est à la position 12 heures. Normalement, c'est la marque de la montre qui est là. Withings est un peu à droite. À la place, c'est un anneau qui est presque invisible s'il n'est pas allumé. C'est pas un cadran numérique, c'est un cadran mécanique dans lequel il y a un affichage numérique. Un cadran mécanique, donc il y a des aiguilles. Et il y a un petit affichage numérique qui est comme camouflé dans le fond de la montre. Quand on appuie dessus, on peut voir l'heure en chiffres. On peut aussi tourner la couronne de la montre pour avoir différentes fonctions. Ah, c'est bien ça. Et ça, c'est assez magique. Mm-hmm. La manipulation est pas aussi bien que celle de l'Apple Watch. L'Apple Watch, la couronne, quand on la tourne, c'est assez précis. Mais Samsung avait aussi une où tu tournais le truc autour du cadran. Oui, là, on tournait l'anneau, on tournait la lunette de la montre. Je m'attendais à ça. Malheureusement, la lunette de la montre, Withings ne contrôle pas les options. Ah. C'est vraiment la couronne. Ça marche, mais c'est pas aussi précis que j'aurais aimé pour manipuler, parce que tu n'as qu'un seul bouton. Tu n'en as pas deux, tu n'en as pas trois, tu as un bouton. Donc, tu appuies sur ton bouton pour déclencher l'affichage. Tu tournes le bouton pour afficher ton rythme cardiaque, la mesure des pas, le taux d'oxygène dans le sang. Tu peux avoir un électrocardiogramme si tu veux. Ça peut te signaler les signes de fibrillation auriculaire, pas articulaire, fibrillation auriculaire, fonction de l'Apple Watch depuis quelques années là, qui permet de voir que ton cœur est en état de fibrillation. Là, c'est le temps d'aller à l'urgence très rapidement. On peut mesurer les activités sportives dans une trentaine de sports. Il n'y a pas de GPS embarqué.
Ça, c'est une petite lacune quand on fait de la course, quand on s'entraîne à l'extérieur. Ouais. C'est un petit peu dommage. On peut toujours utiliser le GPS de son téléphone si on veut augmenter la précision, donc on court avec son téléphone. Je suis pas sûr que c'est conçu pour les utilisateurs extrêmes et tout. C'est vraiment pour quelqu'un qui peut-être veut une montre plus stylée, plus luxueuse pour mesurer sa santé. Le positionnement de la Whitings a toujours été d'être santé connectée, mais pas excessive. Ça a toujours été des appareils, des montres très élégantes avec une petite valeur ajoutée du genre, bon, on vous donne 2-3 petites informations, mais c'est jamais pour les gros coureurs, les gros sportifs, là. C'est ça. Et donc, je trouve ça très, très chouette. L'autonomie entre les recharges peut atteindre 30 jours. Ça, c'est un gros plus. Ça, c'est pas mal du tout pour quelqu'un qui veut pas recharger sa montre à toutes les nuits. Il y a, écoute, dans les détails qui m'ont plu, c'est un bracelet standard, facile à remplacer. Elle vient avec les outils de bijoutier. Là, quand je dis ça, les gens vont faire, c'est compliqué à remplacer un bracelet de montre régulier. Non, c'est pas compliqué, c'est juste, faut juste popper un petit, une espèce de petite épingle, là, je sais pas trop, là. Une petite épingle, c'est ça prend quelques secondes. On nous donne les outils de bijoutier et ça vient avec un deuxième bracelet en silicone. N'oubliez pas que c'est des bracelets tout à fait standards, on peut lire dans n'importe quelle bijouterie. Je crois. Je suis, 18 mm, je crois que c'est 18 mm. C'est un peu plus étroit que je pensais. C'est très joli. Écoute, je crois, pour être précis, que c'est 20 mm, mais qui devient légèrement plus étroit. C'est à valider là-dessus. Achetez pas des bracelets avant d'avoir vérifié. Je trouve ça très chouette aussi que j'utilise trop le mot chouette. Je suis vraiment désolé, quelqu'un l'écrit dans les commentaires. Pour voir l'heure dans le noir, on n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton ou d'allumer sa montre. Il y a des petits indicateurs phosphorescents. Vous savez ce qu'on old school. Comme dans la montre Timex de notre enfance. Exactement. On met sa montre au soleil ou à la lumière, et quand on éteint les lumières, pouf, ça brille les chiffres et les aiguilles brillent d'elles-mêmes. Je trouve ça très, très joli. Étanche 100 mètres, il n'y a pas de trotteuse pour les secondes. Mais on a un deuxième petit cadran qui indique le pourcentage de l'activité physique qu'on a complété. C'est une fonction qui est offerte dans les montres Whitings depuis un moment. Encore une fois, je trouve ça extrêmement joli, élégant. Tu peux savoir, tu donnes un objectif d'activité physique, tu vois dans ta petite aiguille le pourcentage de 0 à 100. L'application est super bien conçue. J'ai une belle surprise là-dessus. Quand on est dans des mondes, des applications connectées pour autre chose que les grandes marques, l'expérience est souvent décevante. J'avais eu cette expérience-là un peu avec Citizen. Super belle montre, mais l'application était très embryonnaire, disons. Écoute, l'application Whitings permet de se fixer des objectifs de santé, nous donne des missions pour découvrir les fonctions avancées de sa montre. Et c'est bien fait. C'est pas têteux, c'est pas un pop-up qui te dérange à toutes les 2 secondes. C'est, hey, voici les choses que tu peux faire avec ta montre, et tu peux cliquer dessus. Il donne un petit tutoriel, il te montre comment l'utiliser, comment le configurer aux besoins. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Et c'est évidemment connecté avec les autres appareils Whitings, dont la balance connectée. Personne intelligente. Ben oui. Fait que tu vois ton poids, tu vois ce que tu as fait comme activité physique, et tu as tout ça dans une interface qui est assez bien construite de Whitings, assez bien conçue. Fait que j'ai une belle expérience. La ScanWatch Nova, c'est la montre la plus luxueuse de Whitings au niveau du fini. Vraiment là, c'est wow, c'est très, très élégant. C'est la plus coûteuse de la gamme. Elle est à peu près $850 canadiens. Quand même, hein? Ah oui. On a des modèles similaires, moins élégants. Je les ai vus. Ils sont très beaux, très bien faits, mais ils sont plus $400. Mais ils n'ont pas le fini et ils n'ont pas l'effet wow de la ScanWatch Nova. Si vous cherchez une montre plus luxueuse, je regarde entre autres une marque française qui s'appelle Yema, qui fait des montres. Et d'ailleurs, je me demande s'ils ne se sont pas inspirés. C'est très similaire en termes de look et de finition. C'est des montres qui sont mécaniques, beaucoup plus coûteuses. $850 pour une montre qui est très élégante comme ça. 1 mois d'autonomie, pas de GPS, évidemment, gardez ça en tête. Mais wow, je suis très... je la trouve très, très belle. Pour les gens qui ont ce montant-là à mettre sur une montre, l'avantage d'une Whitings sur, par exemple, une montre Wear OS ou peu importe, ou même la Apple Watch, c'est que comme il y a très peu d'électronique, elle est durable plus longtemps que juste le jour où le processeur ou la batterie se fatigue et plus loin dans le futur que sur une montre qui est 100% numérique. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Exactement. Moi, j'en avais plein le poignet. Toi, t'en avais plein les oreilles. Ben oui, ben voilà, parce que de mon côté, je suis allé ailleurs et on parle beaucoup d'écouteurs sans fil, tu sais, les AirPods, tout ça, ça crée clairement une tendance. Mais il existe, pour les gens qui aiment vraiment écouter de la musique de bonne qualité, de meilleure qualité, il existe des casques qui sont souvent des casques filaires branchés. Et il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Et là, celui que j'ai trouvé, celui que j'ai essayé depuis une semaine et qui, sérieusement, m'a fait renouer avec, je veux dire ça va être banal, mais avec mon Mac, parce il y a sur les Mac, il y a un décodeur numérique analogique intégré sur les sorties MacBook. Donc, pas besoin d'acheter en plus le petit décodeur. Ce sont ce casque d'écoute, ce sont ces écouteurs que j'ai sur les oreilles. C'est les HD 660 S2 de Sennheiser. Sennheiser, qui est une de ces marques d'accessoires de son qui sont très bonnes, avec Shure, entre autres. Qui fait aussi dans des produits de ce genre-là. C'est souvent ils ont beaucoup de produits qui s'adressent directement aux professionnels, qui sont dans la musique, dans le son, des choses comme ça. Ils ont aussi un volet grand public et ils ont ces écouteurs-là qui sont certifiés high-res, audio high-res. Et là, il faut faire une nuance entre la haute résolution, l'audio, la musique, le son haute résolution et la musique et le son sans perte, le lossless, qui sont presque la même chose, mais pas tout à fait. C'est une façon, évidemment, la plus sophistiquée possible d'écouter de la musique sans perte dans les deux cas, c'est-à-dire d'avoir tout le spectre sonore au-delà de la musique. La musique numérique, on en parle souvent, c'est une musique qui est encodée, qui est compressée pour que le fichier soit de petite taille et qu'on ait quand même toute la musique. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe des petits morceaux et on dit souvent c'est des morceaux que l'oreille, de toute façon, ne perçoit pas. Là, il y a un gros débat là-dessus. Les audiophiles les plus crinqués vont vous dire non, moi je l'entends quand c'est compressé. Je peux te faire la différence entre un 128 et un 360 kbps, c'est sûr. En tout cas, je vais pas embarquer dans le débat, mais effectivement, il y a des fois où quand on écoute un fichier MP3, par exemple, il y a des moments où si on écoute certaines hautes fréquences, genre la cymbale de la batterie, on perd un peu l'espèce de le bruit d'air. Tu sais, on sent que c'est coupé, là, que c'est clippé à certains endroits. Oui. Ben, les formats sans perte, évidemment, retrouvent ce morceau-là et le gardent dans le fichier. Les formats high-res, haute résolution, le font aussi. Et les deux le font à chacun à sa façon. La musique sans perte est encodée d'une façon où il y a tout le spectre sonore et se retrouve dans le fichier. La version haute résolution, il y a des éléments qui sont coupés, mais c'est un échantillonnage plus élevé que ce que vous offrait le disque compact à une autre époque. Donc, il y a plus du spectre sonore. En fait, il y a la plus grande quantité possible du spectre sonore sans faire un fichier volumineux. Et c'est ce que propose, entre autres, Apple Music en version plus haut de gamme. Spotify est supposé l'offrir d'un jour à l'autre. Écoute, ça fait des années qu'ils le disent. Ben voilà, il y a Cobalt qui est apparu récemment, qui l'offre aussi. Et il y en a quelques-uns. Les amateurs de musique classique savent très bien de quoi je parle. Il y a des plateformes spécialisées dans la musique classique spécifiquement qui, évidemment, font beaucoup d'efforts parce que quand on enregistre ce genre de musique-là, c'est dans une grande chambre. Il faut prendre vraiment tout le portrait musical sonore possible pour avoir la meilleure fidélité. Et tout ce préambule pour vous dire qu'il existe sur le marché quelques casques qui sont certifiés pour aller chercher le maximum de cette musique de très haute résolution-là. Et celui-là, le HD 660 S2, le fait. Tout ça pour vous dire aussi, parce que je vais finalement vous en parler, c'est à mon avis un des meilleurs casques sur le marché à l'heure actuelle. Ça explique évidemment son prix élevé. Comme ta montre, il est 800 $. C'est pas donné pour un casque. Je l'ai vu tantôt, il est en rabais à 650 $ sur Amazon. Donc évidemment, il y a une possibilité de le trouver à moins cher. Mais même là, 650 $ pour des écouteurs avec un fil, aïe, c'est cher. Et vous dites, les Apple Pro sont combien? Les AirPods Max sont 700, me semble, 750. C'est ça, c'est autour de 700 aussi. On est dans les mêmes mots, là. Donc oui, il y a un marché pour ce genre de casque. Et je dirais ceci, Sony, entre autres, fait des casques comme celui-là aussi qui sont très bons et qui coûtent 400, 500 $ ou même peut-être un peu moins. Donc pour les gens qui veulent la qualité, mais pas trop, ben il existe aussi un secteur intermédiaire. Mais pour les gens qui n'acceptent aucun compromis, ben ça, c'est un bon choix, à mon avis. C'est un excellent. C'est un casque assez particulier aussi parce que c'est un design écouteur ouvert. Donc, plutôt que d'avoir une coquille fermée par-dessus les oreilles, on a un petit treillis à travers lequel, évidemment, filtre le son et l'air. Donc, c'est pas... Apparemment, des gens transpirent des oreilles et les gens qui portent des casques pendant plusieurs heures peuvent avoir chaud aux oreilles ou peuvent avoir, tu sais, un petit effet je sais pas comment dire ça, mais c'est pas de la claustrophobie, là, c'est quand même, faut pas charrier, mais il y a une petite sensation de malaise qui se crée au fil du temps. Et ça, évidemment, ça vise à enlever cette sensation-là. Donc, on a vraiment un certain confort. En revanche, ça insonorise pas le son. Donc, si vous écoutez très fort de la musique dans vos oreilles, ça sort
Et les gens autour de vous vont l'entendre. Donc, c'est pas juste une façon d'écouter de la musique sans déranger autour. Au contraire, ça laisse quand même filtrer un peu du son. Mais ça permet aussi de créer un son plus neutre. Des fois, les oreilles fermées, les coquilles fermées, ça va aller chercher plus de basse, il va y avoir un petit son un petit peu étouffé, je vais pas dire pas charrier non plus, là, mais quand même, il y a un impact sur la qualité sonore. Et là, en laissant l'oreillette ouverte, je pense qu'on a une plus grande liberté au niveau du spectre sonore. On a des haut-parleurs de 42 mm avec une membrane dans un matériel super spécifique dans ces écouteurs-là qui permettent de créer un son d'une précision extrêmement élevée. Quand on achète un casque comme celui-là puis qu'on veut une fidélité, on s'attend à un son neutre. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'on ait, au niveau du son, la même impression que si on était assis devant l'orchestre, devant le groupe, devant la source sonore. Sennheiser, je vais dire ceci, à mon avis, triche un peu. C'est-à-dire que je comparais avec un autre casque de marque Shure, justement, l'autre jour. Et Sennheiser, je vais pas dire qu'il booste les graves, mais il y a quand même, la présence des notes graves est un petit peu plus prononcée que sur d'autres casques. Donc, c'est pas, et c'est peut-être très subjectif, mais c'est pas 100% neutre dans le sens où et personnellement, ça vient me chercher parce que j'aime beaucoup ce spectre sonore-là qui est très typique des casques Sennheiser où il y a une plus grande présence des notes graves. Question de goût, j'imagine, mais quand même, j'ai trouvé ça très... les gens qui connaissent la marque vont s'y reconnaître parce qu'effectivement, on s'y retrouve. On a utilisé des gros coussins. Vous savez, c'est ceux qui nous regardent, ceux qui nous voient en vidéo, là, vous le voyez, c'est pas un petit casque. Là, c'est vraiment, c'est un design par-dessus les oreilles, là, supra-auriculaire, devrais-je dire, qui s'appuie sur les côtés de la tête et non pas sur l'oreille comme telle. Moi, je trouve ça, c'est vraiment le design de casque que je privilégie, que j'aime plus. C'est confortable, c'est léger. L'arceau est coussiné aussi, donc on peut le porter longtemps et on le sent pas. Des fois, ça finit par irriter au niveau du... Il doit y avoir un terme là, pour l'espèce de au-dessus du crâne, là, le sommet du crâne. Eh bien, on n'a pas ce problème-là avec ce casque-là, donc ça, c'est un gros plus. Le casque est assez léger. Évidemment, ce sont des écouteurs à fil. On peut détacher les fils et le remplacer. Dans la boîte, le fil, par défaut, n'a pas un micro intégré. Ce qui aurait été le fun parce qu'on peut l'utiliser avec un décodeur sur son téléphone quand on est mobile. Et on aurait pu aussi avoir la fonction téléphonique au besoin, ce qui aurait pu être, ce qui évite d'avoir à l'enlever quand on a le téléphone, un coup de fil, puis ainsi de suite. Évidemment, si on l'utilise puis on veut écouter de la musique, il faut l'écouter dans un environnement où il y a très peu de bruit, parce que l'autre jour, ma copine était en train de parler dans une conférence derrière moi et je l'entendais, là. Ça crée de l'interférence forcément parce que c'est pas insonorisant du tout. Donc, faut avoir son espèce de petite forteresse de solitude, là, si on veut en profiter à fond, définitivement, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ben nécessairement, si vous voulez pas payer très cher, vous allez être déçu parce que c'est peut-être un des casques d'écoute qui coûte le plus cher sur le marché à l'heure actuelle. Mais dans son cas, au moins on peut dire que c'est pour les bonnes raisons parce il vaut la peine. Sérieusement, si vous écoutez la musique et vous tripez sur la version sans perte la plus élevée, celle qui vous avertit que si vous voulez l'écouter comme du monde, ça vous prend l'équipement nécessaire, ben ça, c'est l'équipement nécessaire. Donc, vous pouvez regarder ça, le HD 660 S2 de Sennheiser. J'ai commandé aussi pour l'essayer un décodeur, justement, pour l'utiliser avec un appareil mobile. J'en ai déjà essayé un il n'y a pas longtemps, j'en ai commandé un autre. Et j'ai hâte de comparer, justement, qu'est-ce que ça fait comme amélioration. Puis ça va bien aller avec ce casque-là. Et on pourra en reparler à ce moment-là plus en détail. Les décodeurs vont permettre de donner plus de puissance pour faire bouger le casque de façon plus réactive. Voilà. Écoute, moi, j'ai senti une différence, encore une fois, si tu as déjà un décodeur audio oui, c'est ça, c'est numérique analogique. C'est ce que j'ai un peu dit dans l'entrée de jeu, mais il y a Apple le fait, il y a certains fabricants de PC qui le font aussi. Il y a un décodeur intégré dans la sortie audio de ces ordinateurs-là, MacBook Air, MacBook Pro, les plus récents iMac le font aussi. Donc, on peut avoir un casque comme ça, le brancher directement dans l'ordinateur et aller chercher de la musique sans perte et on peut l'entendre. Et effectivement, on entend le son. C'est le fun d'entendre il existe des playlists, des listes de lecture faites automatiquement ou partagées par d'autres sur Apple Music, entre autres, et ailleurs, où c'est que de la musique en version très haute qualité. Souvent, c'est indiqué quand on le voit, là, quand ça a été déposé sur la base de données de l'application en version sans perte, on l'entend et c'est vraiment agréable. C'est pas la fin du monde, on peut vivre parce que quand on écoute de la musique dans son auto, c'est loin d'être de la haute qualité. Donc oui, je comprends qu'il y a du jeu là, mais si vous voulez vraiment le summum, ça se fait. Et ça se trouve, les sources se trouvent facilement. Puis si vous ne l'avez pas, ben un décodeur permet d'améliorer effectivement la musique numérique. Ouais, voilà.
Un autre épisode qui se termine, Alain? Et tout. Ben oui, voilà. C'est la fin de cette édition d'une tasse de tech. Pascal, je te laisse remercier nos commanditaires. Ben oui. Plan Hub, TELUS, Planète Hoster, Hello Darwin. On vous remercie. Merci d'être les partenaires du podcast. Allez voir Plan Hub, TELUS, Planète Hoster, Hello Darwin. Je le répète, au cas où, C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue notre podcast partout dans le monde. Bonjour, où que vous soyez. Claude Hébert à la mise en onde avec Jean-Christophe Ouellette. On peut me suivre sur pascalforget.com. D'ailleurs, grâce à ton inspiration, j'ai changé le look de mon site. Jetez un coup d'œil, pascalforget.com. Grâce à toi, il est beaucoup plus joli. Alors, on peut te lire un peu partout. Puis, je suis en discussion entre les branches avec Planète Hoster pour peut-être moi aussi, suite à ton exemple, déplacer mon site sur un serveur québécois. Ah, je suis pour ça, moi, vive le Québec, n'est-ce pas? Oui, ben allez voir ça aussi, évidemment, si vous avez un site web et vous cherchez une façon de l'héberger pas cher et efficace. Sinon, ben nous, on prend une pause pour la semaine. On revient la semaine prochaine avec une autre tasse de tech. Prenez soin de vous. On se voit la semaine prochaine. Salut tout le monde! C'est 23.